Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à vous, je ne vois pas tout le monde chez vous, mais bonjour à tout le monde. Merci. Alors, nous sommes en présence de Madame Pinera Hort, sénatrice de Guyane, Madame Oui, Vivette Lopez, sénatrice du Gard, et Madame Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, et Micheline Jacques, sénateur de Saint-Barthélemy. bonjour mesdames et messieurs, les sénateurs et sénatrices. Bonjour, Monsieur le Président. Voilà, nous allons débuter le propos. Donc, mes chers collègues, je dois excuser le président Artano qui est actuellement à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui nous suit sur le site du Sénat qui diffuse la présente audition. La délégation sénatoriale aux Outre-mer entend ce matin M. Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental de Mayotte, dans le cadre de la préparation de son rapport sur l'évolution institutionnelle des Outre-mer. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre disponibilité. Nous sommes en train d'achever notre cycle d'audition qui nous a permis de consulter les exécutifs de Saint-Barthélemy, La Réunion, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et la Guyane cette semaine. Concernant Mayotte, on évoque souvent une départementalisation inachevée ou progressive qui nourrit de nombreuses interrogations, voire déceptions. Excusez-moi, la connexion n'est pas très bonne, je crois, parce qu'on vous entend par intermittence là. Par moment, ça bloque. Ah, mais bon, je vais essayer de parler un peu plus lentement. Et vous Oui, me direz. Donc, concernant Mayotte, on évoque souvent une départementalisation. attendez, on va essayer de nous déplacer un peu, Ah, parce que là, c'est pas chez nous, on a un bon réseau. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça. ici, on vous entend très très bien. Non, ça passe pas du tout, madame, excusez-nous. On reprend la connexion. On fait comment? Ah, bon. Parce que là, quand tu regardes, le réseau, il est plein. Il est plein, oui. Non, c'est pas une question de Oui. C'est la connexion. Allez, je vais essayer avec eux. On a un souci de connexion, on revient. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Voilà. Il y a hostilité. Moi, je vais essayer de contacter avec mon réseau. Cellulaire. Oui, cellulaire. Ils ont des questions. Je vais aller sur le message cellulaire. Tu as envoyé? Sur mon mail perso, non? Ça va le plus. Les connexions. Ça marche pas? Bon, alors, Monsieur le Président, vous nous entendez? Oui. Alors, ce que je vous... Là, je vous en... Oui. Ce que je vous propose, comme vous avez le questionnaire et que nous vous entendons très très bien, je vous propose de prendre la parole et de répondre aux différentes questions qui vous ont été adressées.
Allons-y, madame. Non, vous posez des questions. Oui. C'est où? OK. Just 2 secondes. Hein? Moi, je n'ai pas encore ton mail. Oui, donc vous nous entendez? Oui, nous vous entendons parfaitement. Donc, allons-y. donc je vous propose, si vous le voulez bien, si vous avez les questions sous les yeux, de prendre la parole et de répondre aux questions puisque nous vous entendons très bien. Bonjour. Merci. Donc, je prends la première question, le bilan de l'organisation institutionnelle de Mayotte. D'abord, c'est préciser que nous ne nous inscrivons pas forcément dans la même logique d'organisation institutionnelle que les autres collectivités uniques, Martinique et Guyane. Nous, on a été érigé en collectivité unique, mais nous estimons que on n'est pas allé jusqu'au bout de cette nouvelle compétence, cette nouvelle organisation qui nous a été accordée par d'abord référendum en 2009 et mis en place en 2011 où Mayotte est devenue collectivité unique à double compétence. On a l'impression chez nous que ces compétences-là, cette organisation, s'est limitée de prendre en compte le côté départemental de cette nouvelle organisation et pas suffisamment le côté régional. Et c'est ce qu'aujourd'hui, d'abord, les gens déplorent. On oublie que nous sommes une collectivité unique à double compétence et qu'il faut que les deux compétences puissent pleinement être mis en place. Même si tout ne peut pas être mis en place tout d'un coup, mais nous n'avons pas encore pris les compétences, par exemple, des routes, les collèges, les lycées. Mais même en matière de développement économique, où nous commençons à travailler sur un domaine de formation, là aussi, ces compétences-là, régionales, n'ont pas été forcément mises complètement en place. Donc, c'est un bilan plutôt pas suffisant, même s'il y a eu des avancées, mais nous estimons que ce n'est pas suffisant. Et il est demandé ici, nous demandons d'aller beaucoup plus loin dans ces mises en place de cette nouvelle organisation que Mayotte vit depuis 2011. Vous êtes là? Oui, oui, nous vous entendons. Voilà. Par contre, oui. Pardon. Allez-y, poursuivez. Attendez, je continue donc. Et puis, effectivement, et c'est là aussi, si on s'en réfère à ça, à l'appel de Fort-de-France, effectivement, nous militons aussi pour la mise en place d'une politique publique beaucoup plus adaptée à nos territoires. Vous savez, très récemment, on nous avait consulté pour une loi programme à Mayotte et les élus s'étaient positionnés pour un avis défavorable parce que nous estimons que le contenu, les règles qui étaient mises en place n'étaient pas forcément adaptées à la réalité mahoraise. Peut-être qu'ils sont adaptés à la réalité, au contexte national, mais au niveau du territoire, du département de Mayotte, ces textes-là ne sont pas forcément adaptés. Je parle de problématiques liées au droit du sol, qui est une problématique nationale. Nous demandons que pour Mayotte, on aille beaucoup plus loin que ce qui est mis en place, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui à Mayotte, le nombre de personnes en situation irrégulière, en tout cas d'étrangers ou même titre de séjour, mahoraise, qui, elle, part massivement vers la métropole, vers la Réunion, vers les autres régions, est remplacée par d'autres qui arrivent. Donc, il va falloir, nous réclamons des textes, que les textes puissent être adaptés à cette en difficulté. Par ailleurs, sur d'autres textes,
on estime que il est adapté chez nous, mais d'une manière aussi incompréhensible parce qu'il ne répond pas. Ce ne sont pas problématiques liées sur, par exemple, je vous donne cette règle de carence qui est imposée aux personnes en situation de handicap nulle part que à Mayotte. Voilà, donc il y a une adaptation des textes sur le territoire qui ne répond pas forcément à notre réalité locale ou à la demande locale. Voilà, j'ai parlé. Je vous remercie. Mais oui, mais nous vivons aussi, par exemple, sur la partie de contrôle des frontières. Aujourd'hui, ça délie, ça ses limites. Monsieur le Président. On a des visas territorialisés à Mayotte qui n'est valable qu'à Mayotte et qui n'est pas vu ni connu dans les autres territoires. Donc, il y a tous ces problèmes-là où nous considérons que les textes ne sont pas suffisamment soit adaptés d'une manière pas suffisante ou pas satisfaisante du tout. D'accord. Nous avons quelques petits soucis. Parfois, la communication se coupe par intermittence. Mais nous avons compris la globalité de votre propos. Pardon? Je vous disais que nous avons eu quelques coupures par intermittence, mais que nous avons compris la globalité de votre propos. C'est compliqué, hein? Ouais. Je ne vous entends pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? La connexion est... Alors, je vous propose de poursuivre. Là, oui. On réessaye notre connexion, je ne sais pas si vous nous entendez. Oui. Voilà, Ici. Ouais. Mais ici, j'avais mis aussi une ligne ici. Voilà. Ah. Oui. Voilà. Donc, nous vous proposons de poursuivre en suivant le fil des questions. C'est quoi la question? Avez-vous d'exemples d'action ou de projet à travers l'organisation? Oui. Ici, après, c'est bon? Là, c'est bon. J'ai essayé une nouvelle connexion. Peut-être que je vais vous entendre mieux. Vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Bon, allons-y. Mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Non, 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 ne coupe pas là. Non, je coupe pas. Oui, donc les questions suivantes, c'était... Attendez. Donc... Pas le son là-bas. Ici, je n'ai pas le son. C'est où? Ici, là. Non. Voilà, ici, là. Voilà. On a changé. Ah, mais il y a un micro, il faut couper un micro. Vous êtes... Juste le micro, là. 2 secondes. On a essayé de changer de connexion. Ouais. Bête quoi que le micro. Ah, vous avez coupé aussi votre micro. Allô? Oui, je vous entends. Ah, maintenant, on vous entend. C'est très bien. Là, on a changé de connexion. Bon, peut-être que... Allons-y. Alors, avez-vous des exemples d'actions, de stratégies ou de projets entravés ou bloqués
par l'organisation institutionnelle et normative actuelle. Oui, ce sont ce que je dis tout à l'heure. C'est par rapport à nos, encore une fois, le problématique à l'immigration clandestine. Je vais énormément insister aujourd'hui. La loi du sol telle qu'elle est utilisée aujourd'hui bloque aujourd'hui clairement la situation à Mayotte, puisque, et aussi le projet le visa territorialisé. Donc, on a un certain nombre d'étrangers qui sont à Mayotte qu'on ne peut pas, on ne peut pas forcément, on ne peut pas les faire voyager. Ils ont été régularisés, mais ils restent à Mayotte et voilà, et ils sont bloqués là parce qu'on leur a mis en place un système de visa territorialisé. Après, moi, je voulais aller un peu plus loin pour ne pas parler que de l'immigration clandestine. Et là, je rejoins un petit peu les autres sans forcément demander un changement de statut institutionnel de Mayotte. C'est que permettre peut-être un peu plus à Mayotte de pouvoir un peu plus coopérer avec nos amis de la région, voilà, nos voisins directs. Je parle de Madagascar, je parle de Tanzanie et autres, puisque, comme vous le savez, nous avons une facilité d'échange avec ces gens-là. On peut travailler beaucoup plus facilement avec eux parce qu'on a des liens un peu plus proches, fraternels avec eux, et que si on pouvait permettre aux régions de pouvoir beaucoup plus traiter directement avec ces régions-là, certains de nos voisins, je crois que ça faciliterait pas mal la coopération régionale chez nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas signer des conventions avec ces territoires-là. Il faut passer par Paris. Et bon, ça rend les choses peut-être un peu plus compliquées. Mais je crois que si effectivement on nous donnait un peu plus de largesse à ce niveau-là, ça pourrait pas mal aider. Mais permettez-moi d'insister énormément sur la partie immigration et la partie étranger à Mayotte. Merci. Après la question, souhaitez-vous exercer des compétences dans de nouveaux domaines, notamment des compétences normatives? Moi, pour la question numéro 3, moi, je demande surtout qu'on aille jusqu'au bout d'abord de la situation actuelle sur les compétences que nous sommes censés exercer aujourd'hui, où on n'est pas encore allé jusqu'au bout avant de demander d'autres compétences. Aujourd'hui, clairement, le cas de Mayotte, sur la compétence régionale, très peu a été fait. On n'est même pas à 50% de compétences régionales exercées. Donc, moi, ce que je demande, c'est qu'aujourd'hui, on aille d'abord au bout de ces compétences-là, que Mayotte puisse pleinement exercer ses compétences régionales avant d'aller ailleurs. Vous nous demandez la question, est-ce qu'à l'inverse, nous avons des compétences à vouloir restituer à l'État? Si les compensations sont faites correctement, nous ne sommes pas forcément demandeurs de restituer des compétences. Ce qui se passe aujourd'hui, notamment en matière de continuité territoriale, entre autres, où nous exerçons des compétences, nous avons toutes les compétences, mais voilà, que nous exerçons, mais derrière, l'État ne nous accompagne pas, alors que nous considérons que là, l'État a tout son devoir à faire. Quand je prends la ligne entre Corse et le continent, cette compétence en termes de mobilité, continuité territoriale, il est pleinement exercé par l'État. Chez nous, entre la petite aire et la grande aire, la liaison est à la charge entière de notre collectivité, sans aucune participation de l'État. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout de cette compétence régionale et que l'État accompagne correctement, comme s'il se doit, la légalité avec les autres territoires. Parce que là aussi, nous nous sentons un peu lésés. Je prends des exemples très simples. Dans les autres territoires, c'est EDF en termes d'électricité qui gère. Nous, à Mayotte, on est encore dans un système local.
On a en matière aérienne Air France qui ne dessert pas Mayotte, alors qu'il dessert tous les autres territoires. Donc, en matière là de continuité territoriale, il y a énormément à faire. Et ici, effectivement, l'État doit jouer son rôle pleinement. On considère qu'à Mayotte, l'État ne joue pas suffisamment son rôle. Nous n'avons pas forcément de compétences particulières à restituer. Nous demandons que les choses soient mises en place correctement d'une manière équitable et cohérente. D'accord. Donc, quelle appréciation portez-vous sur la prise en compte des spécificités des sujets? Oui, sur la question numéro 4, nous, encore une fois, nous ne demandons pas d'aller sur l'article 73 de la Constitution. On est bien dans l'article 74, mais néanmoins, nous demandons effectivement par moment que le texte puisse être légèrement adapté à notre situation, à nos contextes locaux, qui n'est pas forcément la même réalité que la métropole. Je donne des exemples. Lorsque à Mayotte, on parle de 10 000 mineurs isolés, entre 8 000 et 10 000 mineurs isolés, pour le national, ce n'est pas grand-chose. Pour Mayotte, 374 km², 299 000 habitants, 10 000 constitue un nombre très, 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 très important. Et je crois que lorsqu'on traite ce sujet-là, il ne faut pas le traiter pareil au niveau national que chez nous, et que par moment, ces textes-là doivent être un peu adaptés. Ces décrets-là doivent être un peu adaptés, ou ces lois, par rapport aux réalités des différents territoires. Donc, estimez-vous que vous n'êtes pas assez consulté lors de l'élaboration des lois et des décrets pour avis sur... Pas suffisamment. Il y a ces deux éléments. C'est d'abord, on n'est pas suffisamment consulté, et puis c'est très rare que notre avis, l'avis du conseil départemental, en tout cas de Mayotte, soit tenu en compte après. Par moment, on est consulté, mais on a l'impression qu'on est juste consulté pour la forme. Mais on ne va pas après sur le fond de nos remarques, de nos observations lorsqu'elles sont données. Donc, non seulement on souhaite être consulté, mais surtout que les avis que nous donnons puissent être pris en considération. Ce n'est pas suffisamment consulté et pas suffisamment retenu. Pensez-vous que la procédure d'urgence doit être améliorée, les délais de réponse, puisqu'il a été, cette question est remontée lors des autres auditions, et il s'avère que souvent les délais de consultation sont relativement courts pour permettre une réponse. Bien sûr, c'est ce que nous remarquons tous. D'ailleurs, plusieurs fois, nous avons, notamment lorsqu'on a été sollicité sur le projet loi Mayotte, on avait demandé justement que les délais puissent rallonger parce que le temps est parti, vu l'épaisseur du dossier, vu le nombre de sujets qui étaient dedans, que le délai puisse être rallongé afin de nous permettre de faire un travail approfondi. Et là aussi, on n'a pas eu gain de cause. Donc, effectivement, les délais qui sont donnés sont souvent très, très, très courts et qui ne laissent pas suffisamment de temps pour travailler sur le sujet. Et il est important, effectivement, de rallonger un peu, de trouver des solutions intermédiaires, alternatives. Oui. Donc, Mayotte. Donc, Mayotte est soumise au principe d'identité législative, sauf dans certains domaines. Un passage au principe de spécialité législative serait-il souhaitable dans d'autres domaines, selon vous? Mais c'est la demande que je veux dire, c'est que lorsqu'une loi est votée, oui, nous avons demandé à être département, d'être une région,
Oui, les lois doivent s'appliquer pareil partout, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, prendre compte un peu de notre, effectivement, notre identité spécifique. C'est ça. Et par moment, dans d'autres situations particulières et par moment, des légères adaptations. Nous ne demandons pas d'être complètement traités différemment parce que, comme je le dis, nous, on était dans l'article 73 et on a voulu basculer sur le 74. Nous ne demandons pas forcément que tout doit, tout doit être adapté, mais juste par moment, tenir compte un peu de cette spécificité locale. Notamment, je le dis et je le redis encore, en matière notamment du droit de sol, en matière de coopération. Ce sont des domaines, je crois que on peut un peu ajuster. Je parle ajuster les textes par rapport à notre réalité. Quelle appréciation portez-vous sur les mécanismes qui permettent, euh, en application du 3e et 4e alinéa de l'article 73 de la Constitution, de solliciter des habilitations à adapter les normes dans les domaines de compétences de l'État? Selon vous, sont-ils fonctionnels? Sur les mécanismes permettant de l'application du des troisièmes. Attendez 2 secondes. Est-ce qu'on peut continuer? On reviendra sur ce sujet-là après. Parce Oui. que je n'ai pas envie de... Oui, allez-y. Poursuivez, on reviendra. Donc, la place reconnue du statut civil de droit local est-elle satisfaisante selon vous? Moi, je ne cherche pas forcément d'une application du droit local. Bon, ça a été appliqué pendant quelques temps, le droit local. On a demandé à être dans le droit commun. Je ne cherche pas forcément à revenir sur un droit local spécifique. Ça, c'est une demande peut-être des aides territoires, mais ce n'est pas forcément, une demande pour Mayotte. D'accord. L'organisation des institutions et les règles de fonctionnement du conseil départemental de Mayotte sont-elles satisfaisantes? Bon, vous avez en partie répondu. Avez-vous relevé des points de blocage, des dysfonctionnements ou des problèmes d'interprétation des textes? Donc, les institutions et les règles de fonctionnement. Non, les règles du conseil de fonctionnement du conseil départemental, je crois que c'est les mêmes règles à peu près que dans les autres territoires. Je dis tout simplement, encore une fois, à ce niveau-là, on n'est pas allé jusqu'au bout là aussi de notre demande parce que vous savez, comme je le dis, on est une collectivité unique. Aujourd'hui, on est Mayotte, 260, pratiquement 300 000 habitants, on est sur 26 élus, alors que dans d'autres collectivités avec le même nombre d'habitants, ils dépassent les cinquantaines d'élus. Voilà le vrai problème de situation qui fait que les élus mahorais sont pratiquement saturés en termes en termes de charges, de charges de travail, de commissions qui doivent porter, des délégations extérieures qui doivent porter. Là, il y a effectivement réellement à améliorer. C'est une revendication ancienne, c'est d'aller vers les cinquantaines d'élus. Je donne tout le temps ces exemples-là. La Corrèze du département, avec une seule compétence département, 280 000 habitants, ils sont à 43 élus. La Guyane, ils sont à 52 élus avec le nombre d'habitants. D'ailleurs, nous venons dépasser la Guyane en nombre d'habitants. Et si aujourd'hui, nous sommes encore à 26 élus, ça forme une vraie situation de blocage, de dysfonctionnement parce qu'on n'arrive pas à forcément être partout
partout à la fois. Par contre, des problèmes liés à l'interprétation des textes, pas forcément, puisque, comme je l'ai dit, c'est une revendication. Nous ne demandons pas à être forcément mieux traités que les autres, nous demandons à être traités au moins pareil que les autres. Nous avons des soucis un peu partout en matière de dotation, on n'est pas aligné sur les autres. Nous sommes aujourd'hui Mayotte à 135 euros de DGF par habitant, à 125 euros de DGF par habitant, qu'à La Réunion, il y a 245. Donc, vous voyez bien le décalage qu'il y a. C'est ces problèmes-là qui, aujourd'hui, causent énormément de problèmes de mise en place d'une organisation correcte. Et puis, voilà, donc... hein. Vous a-t-on précisé qu'est-ce qui justifie ce changement, cette différence de DGF par habitant? On ne sait pas, on ne le justifie pas forcément. Nous l'avons demandé, ce n'est pas, on n'a jamais de réponse. Et lorsqu'il y a des progressions, c'est des progressions très, 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 très faibles. C'est juste peut-être un ajustement par rapport à l'inflation, par rapport à ces choses-là, mais jamais un vrai débat sur ce sujet-là qui permettrait d'évoluer vers une égalité. Pour rebondir, avez-vous des études statistiques justement sur le coût de la vie, l'évolution économique de Mayotte? Parce que souvent, on dit que ces statistiques font défaut. L'INSEE nous ont le document. Moi, je ne peux pas vous le donner là tout de suite, mais ce que je vous dis, c'est que on a ces éléments-là, mais ils ne sont pas forcément pris en considération. La démographie, on a des éléments de la démographie que tout le monde conteste, que tout le monde dit, voilà, qui ne répond pas forcément à la réalité. Après, on a tout le temps tendance, lorsqu'on nous sort ces chiffres-là, à nous comparer avec ce qui se passe dans nos voisins directs, en disant, oui, oui, vous êtes à 9 000 euros de PIB par habitant, quand les Comores, ils sont à 4 000 ou quand Madagascar, ils sont à 3 000. Mais on ne sort jamais le chiffre de la Réunion, qui sont encore 24 000, quelque chose comme ça, qui sont beaucoup plus loin que nous. Donc, on a des données, je crois que les données existent, mais après, chacun les utilise comme il le veut. Ils ne sont pas pris compte au niveau plus national. Nous demandons plus un alignement vers national. On a tendance à vouloir nous mettre dans le paquet avec la région directement. Mais voilà, fait Mayotte aujourd'hui, et ce qui fait de Mayotte aujourd'hui le territoire européen le plus pauvre. Parce que voilà, on veut nous comparer plus avec la région qu'avec le national. Alors, comment jugez-vous le rôle et l'accompagnement de l'État pour exercer vos compétences? Pas suffisant. Et puis, nous souhaitons que l'État fasse son rôle de contrôle de l'égalité et laisser le territoire travailler pleinement. Voilà. À Mayotte, l'État fait beaucoup plus que son rôle de contrôle de l'égalité. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, les permis de construire à Mayotte, c'est encore l'État qui valide les permis de construire, les permis d'aménager. Même quand tu es sur des routes départementales où nous voulons travailler directement, on doit aller chercher des autorisations d'aménager ou les permis d'aménager à la DEAL. Donc aujourd'hui, on voit l'État n'est pas forcément dans son rôle de contrôle de l'égalité, mais il est beaucoup plus beaucoup trop présent dans le fonctionnement des collectivités d'une manière générale, hein, pas le conseil départemental simplement, mais dans les collectivités. On aurait aimé que l'État laisse plus les collectivités à exercer pleinement leurs compétences et l'État faire son rôle de contrôle de l'égalité. Et pour quelle raison l'avant-projet de loi présenté au début du 2022 a-t-il été rejeté?
hein, l'avant-projet de loi. Nous avons jugé que il n'est pas allé suffisamment loin. Vous savez, avant que le projet de loi Mayotte a été proposé, il y a eu des assises qui ont été mises en place, des tables rondes, il y a tout un travail qui a été demandé à Mayotte qui a fait plus de 200 propositions. Et lorsqu'il est revenu chez nous, on nous envoie un texte définitif, c'est-à-dire que entre les propositions qui ont été faites, il n'y a pas eu d'échange, mais on a consulté le territoire. L'État a pris le gouvernement a tranché et nous a envoyé un texte définitif qui n'est pas allé suffisamment loin sur la demande de Maori. Je donne des exemples simples. Sur cette convergence de droits, sur cette égalité sociale tant revendiquée par les Maoris, on ne retrouve pas suffisamment d'avancées dedans. Et surtout, on n'a pas eu cette échéance demandée par les Maoris sur cette convergence de droits. À l'horizon de quelle année Mayotte allait-il être aligné au national au niveau des égalités de cette convergence de droits? Tous les droits, je ne parle pas forcément des droits sociaux, mais tous les droits, y compris le DGF que je vous ai dit tout à l'heure, à quel horizon allons-nous être alignés? Cette réponse-là, cette question n'a pas eu de réponse. Donc, la première chose, c'est de ça. Nous avons demandé toujours en matière sociale que les communes puissent être consultées avant les émissions de titres de séjour. On ne les retrouve pas forcément de texte. Vous savez, la revendication première des Mahorais, c'est cette convergence de droits. On n'est pas allé, il y a eu des avancées, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'avancées, il y a eu des avancées, mais nous estimons que nous sommes restés à peu près à 30% de revendication des Mahorais en la matière. Donc, nous, on aurait aimé qu'on aille beaucoup plus loin sur ce sujet-là, mais pas que sur convergence de droits. Je parle aussi de ces problématiques liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, de nos compétences régionales, les problématiques de la réforme du mode de scrutin. Nous demandons à être alignés comme les autres collectivités uniques à un mode de scrutin par liste, avec une révision du nombre d'élus. Bon, il y a eu là aussi, il y a un effort. Nous sommes passés de 26 à 41 quand nous on revendiquait 52. Donc, il y a eu des avancées, mais qu'on juge pas suffisant. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, le texte est arrivé chez nous en décembre, fin de l'année. Il fallait nous prononcer. Donc, je crois que si je ne me trompe pas, il est arrivé chez nous le 17 décembre. On avait très peu de temps pour travailler dessus et surtout, on n'avait pas la possibilité de discuter, d'échanger, de négocier avec les services de l'État pour aboutir à un texte qui fait consensus. Mais il nous fallait nous prononcer sur ce texte-là, rien que sur ce texte-là, que bien sûr, nous ne jugions pas suffisant. Je crois que si à un moment, il y avait eu un temps de travail ou s'il y avait eu une organisation, une instance de travail qui permettait de travailler sur ce sujet-là, on se serait sorti avec un consensus, un projet commun, mais malheureusement, ça n'a pas été mis en place et il fallait simplement se prononcer oui ou non sur un texte qui n'était pas... Voilà. Par contre, nous sommes aujourd'hui toujours demandeurs d'un projet de loi Mayotte qui sera travaillé pleinement avec des propositions qui reprendraient les propositions qui étaient faites par les Mahorais. Quel est votre avis sur une éventuelle fusion ou réécriture des articles 73 et 74 de la Constitution, ouvrant droit à des statuts sur mesure et à la fin de la dichotomie d'hommes-comme, tout en laissant évidemment aux territoires satisfaits de leur statut actuel la faculté de les conserver? Et selon vous, quel garde-fou devrait y figurer compte tenu de votre vision de l'avenir institutionnel de Mayotte? Nous, on ne s'inscrit pas dans cette logique-là. On entend le débat porté par nos amis, hein, mais les amis ultramarins, certains, mais nous, on ne s'inscrit pas dans ce débat-là de révision de la Constitution sur ces deux articles-là. Je crois que l'article 73 a sa place, l'article 74 a sa place. Il faut juste par moment des ajustements des textes, des lois,
des petits ajustements au territoire, même si on est sur l'article 74, des ajustements qui, par moment, et permettent un peu plus d'autonomie, non, je ne parle pas d'autonomie, de possibilité au territoire de travailler voilà, plus sereinement. C'est tout ce que nous demandons, c'est qu'il y a des spécificités pour les territoires, mais Mayotte, aujourd'hui, est une collectivité unique. Nous inscrivons pleinement sur cette lignée-là et nous n'avons pas forcément l'intention de changer. Et nous demandons, bien sûr, que le droit commun puisse s'appliquer à Mayotte, comme tout dans les autres territoires nationaux. Mais cette histoire de fusion de l'article 74 et 73 n'est pas un sujet pour nous, les Maoris. Et quel sens, justement, donnez-vous aux notions de différenciation, de responsabilité? Quel contenu y attacheriez-vous? Et où vous situeriez-vous dans la limite de la notion d'autonomie, justement? Nous, on n'est pas dans la continuité de... Nous, on n'est pas forcément dans cette... Nous, on ne recherche pas forcément une autonomie. Comme je le dis, on était une collectivité territoriale avec un peu plus d'autonomie et on a prôné pour être dans le droit commun. Donc, ce discours d'autonomie, c'est un discours qui ne parle pas aux Maoris et que nous ne cherchons pas du tout. Donc, nous, avoir, encore une fois, quelques petites adaptations et peut-être la possibilité juste de pouvoir un peu plus discuter et négocier avec les autres autorités de région, mais tout en étant pleinement dans le statut actuel que les Mahorais ont. Donc moi, je n'ose aller plus loin dans cette notion d'autonomie parce que ce n'est pas du tout une réalité de chez nous. Et je ne peux pas me permettre de développer ce sujet-là parce que ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une demande, ce n'est même pas suggérable aux Mahorais. Si l'article 73 de la Constitution devait être modifié, quelles dispositions souhaiteriez-vous modifier et lesquelles sont selon vous un point de blocage pour des évolutions que vous souhaiteriez? Oui, moi, comme je le dis, je ne demande pas forcément beaucoup de choses sur le statut de Mayotte. Si c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la possibilité un peu plus que peut-être la Constitution doit permettre un peu plus que certains textes puissent être adaptés à nos réalités, qui nous laissent un peu plus d'ouverture par rapport à la région, c'est tout. Mais je ne demande pas forcément une modification profonde ni de l'article 73, ni de l'article 74. Estimez-vous que le statut européen de région ultrapériphérique pourrait être fragilisé par une évolution des compétences ou du pouvoir normatif de Mayotte? Non, je ne vois pas du tout en quoi ça peut fragiliser. Les autres RUP sont là depuis très longtemps et ils fonctionnent très bien. Donc, comme je le dis, on ne cherche pas forcément à changer beaucoup de donnes. Non? Donc, on reste dans le statut actuel, collectivité unique et région ultra-périphérique. Je ne vois pas comment ça peut être fragilisé. Hein? La population adhère-t-elle à la perspective d'une éventuelle évolution des institutions ou à une extension des compétences? Une possible révision constitutionnelle suscite-t-elle des inquiétudes ou des espoirs? Une possible révision constitutionnelle chez nous suscite plus d'inquiétude que d'espoir. Les Maoris ne s'inscrivent pas du tout dans une perspective d'évolution des institutions. Voilà. Aujourd'hui, comme je dis, Mayotte est bien dans le statut qu'elle a choisi. Donc, on ne s'inscrit pas du tout dans une révision quelconque d'une modification de statut. Attention, je ne parle pas
des petites adaptations de la Constitution peut être bien prise, mais une évolution pleine du statut de Mayotte ne peut pas. Hein? Donc, nous, ce que nous demandons, c'est juste que Mayotte puisse aller au bout du statut actuel qui lui a été donné, c'est-à-dire la collectivité unique à double compétence, mais nous ne demandons pas une évolution quelconque du statut de Mayotte, et les Mahorais sont inquiets quand ils entendent tous ces commentaires sur une possible fusion de l'article 73 et 74. Bien sûr, on se pose la question, dans tout ça, où allons-nous nous retrouver? L'amendement qui avait été directement tiré des travaux de Michel Magras, qui est présenté lors de l'examen d'une proposition de loi constitutionnelle en octobre 2020 au Sénat, que pensez-vous de sa rédaction? Donc, si vous n'avez pas eu le temps de le regarder, ce n'est pas très grave. Vous pourrez nous faire une réponse écrite. C'est ce qu'on va faire. Je vous remercie. C'est ce qu'on va faire. Je n'ai pas eu. Oui. Alors, Tani s'excuse, il n'a pas pu participer en présentiel parce qu'il est à Mayotte, et les nouvelles règles du Sénat interdisent les visios pour les sénateurs d'une manière générale, hein, pas forcément les sénateurs de Mayotte. Et il avait une question à vous poser qu'il m'a fait parvenir. Donc, sous la précédente mandature, le président Soui Bahadine avait pris l'initiative pour des propositions de clarification institutionnelle afin précisément de donner plein effet à l'aspect régional. Monsieur Benissa Ousseni était de la même majorité. Que pense l'actuel président de ces propositions de son prédécesseur? Il y a eu, en fait, c'est le terme qui a été utilisé à l'époque, qui consistait à dire toilettage institutionnel, qui inquiétait les gens. Le terme de toilettage institutionnel. Même si dans le fond, on estime que le travail qui doit nous amener vers une départementalisation et une régionalisation, en tout cas cette collectivité unique, de plein exercice doit être mise en place. On a considéré à l'époque que tout n'a pas été forcément mis en place et correctement mis en place pour nous permettre d'exercer pleinement cette compétence-là. Et que pour cela, il y avait un travail d'adaptation, de réorganisation de notre statut d'une manière générale qui était à être mis en place. Je crois que dans ces propositions-là qui ont été faites, il y a, sur le fond, c'était nécessaire. Mais peut-être que c'était la forme qui n'était pas forcément comprise, notamment le fait de changer la dénomination de notre territoire qui s'appelle département de Mayotte. Le dénommer autrement peut effectivement choquer, et les gens justement s'inquiétaient parce qu'ils avaient peur que ça nous amenait vers d'autres statuts institutionnels que le statut de département, de collectivité unique que nous connaissons aujourd'hui. Les gens s'inquiétaient en disant que peut-être c'était de retour en arrière vers une collectivité et sortir de l'article 73 pour aller sur l'article 74. Il y avait cette inquiétude-là, mais je crois que sur le fond, il y a un travail qui est mené pour aller jusqu'au bout de cette départementalisation et jusqu'au bout de cette régionalisation de Mayotte. Pour moi, sur le fond, il y a un travail à faire. Je vous remercie pour ces propos très éclairants. Je vais passer la parole à mes collègues si elles ont une question à vous poser. Non, elles n'ont pas de questions parce que vos propos ont été d'une grande clarté. Ah, Madame Lopez, à quelques... Non, je n'ai pas de questions. Je voulais simplement vous remercier pour vos explications. Vous dire que vraiment, bon,
vos explications ont été vraiment très claires. Nous dire que vous ne voulez pas changer grand-chose, qu'on vous laisse simplement une plus grande liberté, si je comprends bien, pour appliquer les spécificités locales, ce que je pense qui est normal, comme dans les normes. Hein. On se rend compte que parfois, on vous impose des normes qui ne sont pas du tout adaptées à votre territoire. Hein. Et je crois que Merci. c'est cela. Oui, oui, mais on a déjà fait des rapports hein, sur certains sujets, certains domaines. Je vais prendre ne serait-ce que par exemple dans le BTP ou même en agriculture, et où on vous impose des normes qui ne sont pas du tout adaptées à votre territoire. Donc on a bien pris note qu'effectivement c'est ce que vous souhaitez, plus de concertation et surtout que l'on tienne compte de ce que vous exprimez avec vos spécificités locales. Et je pense que c'est tout à fait normal et on va faire remonter cela. Merci en tout cas. Moi, je donne juste encore un exemple, madame, dans ce que vous dites sur la partie formation des élus, ne serait-ce que ça. Le coût ici qui est calculé pour permettre aux élus mahorais de se former, c'est le même principe de calcul qu'aux élus parisiens pour aller en formation. Sauf qu'on n'en tient pas compte qu'à Mayotte, les élus, les formations se font à Paris et qu'ils ont des billets d'avion à prendre, ils ont de l'hébergement à prendre et que lorsque le Parisien, lui, doit faire une formation, ça lui fait quelque part à faire que le métro à prendre. Vous voyez, ce sont ces choses-là où c'est le même loi qui est à Paris qui s'applique chez nous à Mayotte, sans tenir compte que voilà, nous sommes loin, nous sommes. Ce sont ces petites choses-là qui méritent aujourd'hui d'être revues, d'être adaptées, voilà. Oui, oui, très bien, tout à fait, mais ça, on l'a bien compris. Donc, merci d'insister sur ce point-là qui est très important. Merci. Merci à vous. Alors, je passe la parole à Madame Marie Mercier. J'ai été troublée. Bonjour, Monsieur le Président. J'ai été troublée par le fait Merci. que Air France ne desserve pas Mayotte. Est-ce que Air France a desservi Mayotte autrefois? Et sinon, à partir de quand Air France n'a plus desservi Mayotte? Air France n'a jamais desservi Mayotte, madame. Et nous sommes le seul territoire de la République qui n'est pas desservi par Air France, malgré les demandes insistantes que nous mettons en place. Est-ce lié à un problème d'infrastructure, par exemple, de pistes? Je ne connais pas, je vous pose la question. Oui, non, on a des pistes, mais Air France a tout à fait. En fait, c'est lié au début, quand Air Austral a été créé. Air Austral, à l'époque, était une filiale de Air France. Donc, Air France avait fait le choix d'aller jusqu'à La Réunion. Et à Mayotte, entre-temps, Air Austral a été complètement vendu par Air Austral, par Air France, et du coup, Air France ne continue à ne pas desservir Mayotte. Ils ont tout à fait d'appareils capables d'aller à Mayotte, mais ça n'a jamais été intégré dans la stratégie d'Air France que de servir Mayotte. Malgré le problème chez nous, nous avons énormément de problèmes de desserte sur le territoire, que ce soit en matière de fret ou en matière de tout simplement de personnes. Aujourd'hui, Mayotte se retrouve très enclavé avec Air Austral tout seul, qui fait la ligne, donc pas de concurrence, donc des prix exorbitants du billet d'avion pour aller à Mayotte. Et la solution pour nous, c'est Air France qui doit aller aussi à Mayotte. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour toutes Merci ces explications et puis nous en avons bien pris note. Nous vous proposons aussi de nous renvoyer le questionnaire avec plus de détails si vous l'estimez utile et nous vous souhaitons une excellente fin de journée. Merci à vous. Bonne journée à vous, madame. Merci. Au revoir. Au revoir.